qu'est-ce que j'appelle la faillite de la pensée managériale? Voilà, je suis parti finalement, puisque c'est quand même un cheminement qu'il y a. Hein. Vous avez cité le premier qui s'appelle Lost in Management, mais dans cette série, j'avais commencé par écrire un livre qui s'appelait Le client et le bureaucrate, qui était un livre. Vous ne l'écrivez pas parce qu'il est comme son auteur épuisé. Et donc. Et, vous avez raison, j'ai vu qu'on en trouvait d'occasion. Et dans Le client et le bureaucrate, j'expliquais la nécessité absolue de changer les modes d'organisation pour essayer de faire face à la transformation économique, et notamment à l'ouverture des marchés, et notamment à l'arrivée de la concurrence. Et j'expliquais qu'on ne pouvait plus travailler sous les formes bureaucratiques traditionnelles qui sont les nôtres. Bon, grosso modo, on va dire ça comme ça. Puis ensuite, j'ai fait un livre qui s'appelait La fatigue des élites. C'est la petite collection là, très mode, La République des idées, au Seuil, vous voyez, la collection de Pierre Rosanvallon, et dans laquelle j'ai dit, mais finalement, cette transformation des organisations sur laquelle j'ai écrite, elle produit quand même beaucoup de dégâts. C'est-à-dire, elle produit énormément de souffrance. Et voilà, et j'ai expliqué la souffrance des cadres, hein, pas la souffrance en général, par justement ces transformations d'organisation. Puis ensuite est venu Lost in Management, dans lequel j'ai essayé, alors pour le dire sous une autre forme, j'ai essayé de reconstituer le cheminement. On a changé les modes d'organisation, on a produit de la souffrance, c'est-à-dire qu'on a rompu le deal traditionnel qu'il y avait entre les cadres et leurs entreprises, qui est, moi, entreprise, je te fais travailler quand même dans des conditions du travail qui sont très acceptables, c'est-à-dire je te fais travailler en silo. Le silo, c'est ce qu'on a appelé l'autonomie. Hein. D'accord, mais en fait, l'autonomie, c'est les silos. Et j'en ai profité pour montrer que le taylorisme, c'était pas l'horreur qu'on avait décrit, mais c'était un système extrêmement protecteur pour ceux qui travaillaient sous la forme taylorienne. Et la contrepartie, c'était toi, le cadre, tu m'assures ton dévouement, ton engagement, etc., etc. Et donc, les entreprises, sous la pression de la concurrence, ont rompu leur partie du deal, et donc les salariés et les cadres en particulier ont rompu leur propre partie du deal, d'où les phénomènes de désengagement du travail dans lesquels nous sommes aujourd'hui, et qui font que les DRH s'arrachent un petit peu les cheveux. Et j'ai essayé d'expliquer dans le Lost in Management que la riposte des engagements du travail, c'était la coercition. Et donc, hein, au lieu, voilà, alors, et quelquefois d'ailleurs, quand je parle dans les entreprises de la coercition, on me dit, vous êtes fou, monsieur Dupuy, chez nous, l'homme est au centre de tout, vous plaisantez la coercition. Là, j'explique toujours aux gens que le management, ça fonctionne comme la politique, c'est-à-dire que le vocabulaire a une fonction compensatoire des pratiques. C'est-à-dire, plus vous faites quelque chose et plus vous l'exprimez de façon différente. Vous voyez, c'est chaque fois qu'un parti politique fait une scission, il s'appelle unifié. Hein, ça vous a jamais frappé, ça? On ne fait en politique de scission que pour l'unité. Voilà. Donc, après, il y en a qui ont du mal à comprendre, mais c'est des petits esprits qui ne comprennent pas ça. Voilà. Mais dans le management, c'est pareil. Quand on fait quelque chose, on utilise un vocabulaire à l'envers de ce que l'on fait. Voilà. Et donc, je terminais Lost in Management en disant on va dans le mur, quoi, grosso modo. Voilà. Et j'essayais à la fin de montrer quelques exemples d'entreprises, parce que qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qui va se passer maintenant comme je dis toujours, moi je suis comme tous les sociologues, hein, je ne prédis que le passé, je ne prédis pas l'avenir. Voilà. Et donc, plutôt que de dire voilà ce qui va se passer, voilà ce que vous devriez faire, de donner la leçon, je disais mais si je regarde un certain nombre d'entreprises, j'en vois quand même qui arrivent à fonctionner de façon différente. Et ce qui surprenait tout le monde, c'est que parmi les exemples, alors tout le monde pense, on dit, oh, il va aller voir dans la nouvelle économie, etc. Et je m'étais amusé à trouver une entreprise qui est La Poste, qui fonctionne, enfin le courrier à La Poste, hein, pour être imbécile, qui fonctionne de façon différente, basée sur la confiance, etc., etc. Puis ensuite, la réflexion s'est poursuivie, mais j'ai dit, mais dans le fond, pourquoi on en arrive là? Pourquoi on amène tous ces gens dans des situations de travail extrêmement difficiles? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit finalement, quand je
travaille avec des entreprises, je constate qu'elles ne prennent en compte quasiment aucun des acquis des sciences sociales. Alors, mettons-nous bien d'accord, parce que j'ai vu l'autre jour une critique où quelqu'un me reprochait de faire de la sociologie des organisations. J'ai illustré l'argument à travers ce que je connais, c'est-à-dire la sociologie des organisations. Mais quand je dis les sciences sociales ne prennent pas en compte, les entreprises ne prennent pas en compte les sciences sociales, c'est l'ensemble des sciences sociales. Vous voyez, moi je l'illustre à travers la sociologie des organisations, mais c'est pas qu'à ça qu'elle ne prête aucune attention. Je prends un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Je suis personnellement un admirateur des écrits de Christophe Dejour. Si ça dit quelque chose à je veux dire, est-ce que vous avez le sentiment que depuis que Christophe Dejour écrit ce qu'il écrit, les entreprises en ont beaucoup tenu compte? Non, non. Vous voyez, quand on a vu les suicides au travail, je me souviens, le premier livre que j'avais lu sur les risques, ce qu'on appelle maintenant les risques psychosociaux, je crois que c'était un livre d'un sociologue qui s'appelle Jacques Debante, qui avait écrit un livre dans les années 90 qui s'appelait Plonger dans l'horreur du travail, ou un truc comme ça. On va pas me dire que le titre est ambigu, hein. Bon, voilà. Et ensuite, il y a eu tous les travaux de Dejour, d'Ashkenazi, etc., etc. Là aussi, on peut dire que les entreprises n'en ont pas tenu compte. Eh bien, j'ai dit, si je prends la sociologie des organisations et ses acquis, les entreprises les ignorent totalement. Et cette ignorance produit deux choses. C'est vraiment perdant-perdant pour les entreprises. Ça détériore la performance, c'est évident. Voilà. Et d'autre part, ça augmente la souffrance. Alors, je trouve que c'est quand même dur de produire une faible performance avec beaucoup de souffrance. Donc voilà, si vous voulez, ce qui m'a amené. Alors ensuite, j'ai pris dans le livre un certain nombre de rubriques, quelques-unes sérieuses et puis une ou deux qui m'ont amusé à écrire. En particulier le chapitre sur les valeurs, c'est le seul qui m'a... Si vous lisez qu'un chapitre, je vous conseille de lire celui sur les valeurs parce que c'est le plus amusant. On pourrait dire, le reste c'est pas très amusant. J'ai donc pris un certain nombre de thèmes et j'ai d'ailleurs été frappé par quel est celui des thèmes qui a le plus frappé la presse dans ses comptes rendus. C'est clairement celui des chefs de projet.